Bonjour et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Que connaissez-vous du protestantisme et des protestants? Et d'abord, y a-t-il un ou des protestantismes? Dans cette émission, nous irons à la rencontre de la diversité des églises protestantes et évangéliques. Mais au juste, pourquoi ce nom de protestant? Et quelles sont les spécificités des églises protestantes par rapport, par exemple, à l'Église catholique et aux autres composantes de la grande famille chrétienne? Quelqu'un a dit « les protestants étaient plus célèbres que connus ». En effet, le protestantisme est pluriel, constitué d'une multitude de communautés aux appellations diverses, par exemple Église réformée, baptiste, pentecôtiste, armée du salut, Église évangélique, Église de la Nouvelle-Jérusalem, j'en passe, et bien d'autres. Il paraîtrait même que Dieu ne les connaîtrait pas toutes. Par ces appellations, chacun veut souligner une spécificité, une identité propre, au point parfois de se couper des autres, malheureusement. Alors, comment ces protestants sont-ils perçus? C'est ce que nous allons découvrir dans notre premier reportage. Chez les protestants. Sinon, je ne connaissais pas du tout. Je ne connais absolument pas. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît absolument pas parce qu'on n'est pas du tout informé en tout cas au niveau de la jeunesse. Pour moi, le protestantisme, c'est une branche du christianisme, tout simplement. Et il faut juste venir avec son cœur ouvert pour Dieu. C'est, pour moi, la base du protestantisme. J'ai quelques amis protestants, j'ai assisté à des mariages, quelques cérémonies, je suis déjà allé à des réunions de discussion organisées par des amis protestants, mais je ne connais pas vraiment les différences entre la religion protestante ou les autres religions. Les protestants que je connais me semblent très ouverts d'esprit, plus modernes. J'ai été élevée dans une famille chrétienne. Mes parents avaient ces valeurs-là qui étaient pour eux importantes de nous inculquer. Donc, toute jeune, j'ai déjà été à l'église évangélique. Maintenant, avec le recul, avec l'âge, il faut avouer que pour moi, que ce soit évangélique, protestant, catholique, enfin, c'est des mots, des noms qu'on donne parce que l'être humain a besoin de catégoriser en fait. Je fais partie d'une église évangélique pentecôtiste depuis l'âge de 3 ans. Voilà, pour moi, c'est croire en Dieu, en un Dieu sauveur qui est mort sur la croix pour nos péchés. Si je devais faire un choix dans une des religions qui existent, je pense que je me poserais beaucoup de questions. Parce que c'est, pour moi, pour l'instant, c'est du négatif complètement. Que ce soit protestant, musulman, catholique. Mais si ce serait vraiment une grosse recherche avant d'arriver sur le choix d'une des religions. Alors, pour nous parler du protestantisme sous toutes ses formes, nous avons notre invité, M. Coyot Bernard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur affilié à l'Institut des mondes africains à Paris. Vous êtes anthropologue aussi. Vous enseignez l'anthropologie à la faculté de théologie universitaire protestante de Bruxelles. Vous êtes le doyen. Et par rapport à ce que nous venons de voir dans cette vidéo qui lance notre émission, qu'est-ce qui vous inspire dans le protestantisme en tant que sociologue? Alors, le sociologue, merci d'abord de m'inviter encore. Je suis très heureux de partager cette émission. C'est une gageure de parler du protestantisme et dans tous ses aspects en quelques minutes. Oui. On voit dans ce reportage donc, des personnes qui ne connaissent pas, c'est ce qui apparaît le plus directement, et c'est vrai que dans un pays comme la Belgique, où nous vivons et où le protestantisme est très minoritaire, finalement, il y a d'abord beaucoup de gens qui ne connaissent pas le protestantisme. Et peut-être, le sociologue, il ne va pas se dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Il va prendre de la hauteur. Il va prendre de la hauteur, il va essayer de comprendre ce qui se passe, les dynamiques sociales autour de ces églises. Et surtout, il va peut-être aussi travailler sur les représentations que les gens se font. Et ici, on voit apparaître que certaines personnes ont des difficultés. Oui, des difficultés, mais alors certains sont plutôt à dire c'est des gens ouverts, modernes, j'ai entendu ça. Oui. Un autre peut-être se méfie un petit peu et probablement donc le protestantisme c'est une question des représentations qu'on s'en fait, que le public s'en fait. Et qui évolue aussi dans le temps. Probablement ce qu'on pensait des protestants avant est différent de ce qu'on en pense maintenant, puisque le protestantisme sociologiquement évolue. Il y a le protestantisme historique,
traditionnelle. Qui remonte à la réforme. Qui remonte à la réforme. Ou les réformes d'ailleurs, il y en a eu plusieurs. Voilà, c'est ça, c'est pas une réforme, c'est des réformes. Et puis il y a c'est le XVIe siècle. C'est le XVIe siècle. Et aujourd'hui, cette nébuleuse, entre guillemets, protestante, cette variété, cette diversité, projette aussi d'autres images. Et du coup, les représentations changent. Et donc, le sociologue va essayer à la fois de comprendre, comme je disais, les dynamiques sociales, le rapport au monde aussi de ces églises, les formes d'engagement des gens, mais aussi la perception que les gens en ont dans la société. Alors la perception que les gens en ont dans la société, elle est quand même, comme on l'a vu dans le reportage, très difficile. On ne connaît pas. C'est un peu une nébuleuse, le protestantisme. Pourquoi c'est compliqué? Alors, c'est dans l'essence, dans l'ADN du protestantisme, de commencer par la diversité. Donc, si on dit protestant égale pluralisme, diversité. Et le protestantisme, à son origine, c'est un peu transgressif, c'est-à-dire on va proposer une autre façon de croire. Et il n'y en a pas une, plusieurs, des réformateurs au XVIe siècle, dans l'élan de la Renaissance, du retour sur l'individu, sur le choix individuel, sur le retour aux sources aussi, de ne pas simplement écouter ce que la tradition nous a transmis, mais d'essayer de se faire son opinion soi-même. À partir de là, donc, ces réformateurs introduisent une diversité, une autre façon de croire. Et au début, ça ne veut pas dire qu'ils étaient d'accord que tout le monde s'exprime. Les réformateurs ne sont pas non plus des esprits forcément modernes, même si à l'époque, il y avait des gens qui plaidaient déjà pour la liberté de conscience, etc. Mais de fait, ils introduisent ce questionnement, cet individuel, cette diversité, et donc ça n'a fait que s'aggraver ou augmenter au fil du temps dans l'histoire du protestantisme. En même temps, dans des pays de tradition catholique comme la Belgique, comme la France ou autres, il y a aussi une habitude, peut-être, parce qu'il y a eu les guerres de religion, et les protestants, c'est « vivons bien, donc vivons cachés ». Du coup... c'est ça. Et du coup, ils ne sont pas assez visibles socialement, vous voulez dire? Oui, du coup, voilà. Tout à fait. Ils se vantent mal? Ils se vendent mal. Oui. Alors, on dirait que peut-être les protestants historiques, l'héritage historique, traditionnel, qui porte un peu une espèce de religion qui réfléchit, qui étudie les Écritures, etc., mais un petit peu intellectuel peut-être, un petit peu élitiste peut-être, je ne sais pas, ça dépend des pays. Hein. Peut-être ceux-là se vendent mal. On va dire que d'autres expressions protestantes contemporaines, qui peut-être sont plus médiatisées, avec par exemple des formes de chant, on parle plus particulièrement du monde évangélique. Alors du monde évangélique, là, on va dire qu'il y a une dimension de communication plus frappante. Et puis, il y a un recours aux outils. On peut avoir une position doctrinale un petit peu conservatrice, mais utiliser des moyens de communication ou des supports, par exemple sur la question des chants, des chorales, etc., des supports contemporains qui plaisent aux gens, enfin, qui sont assez communicatifs. Et il ne faut pas oublier que le protestantisme, c'est un mouvement, bien sûr, mondial et qui se déploie sur plusieurs continents, etc., mais dont les gens ont une idée, les représentations dont je parlais tout à l'heure, les gens en ont une idée à travers les films, les séries. Et il y a toute une stéréotype, tout est des clichés, en quelque sorte, positifs ou négatifs, qui viennent des films américains, ou vous voyez ce que je veux dire, des séries américaines, mais qui transportent quand même des représentations, voilà, et qui sont en partie des informations, parce que quand Donald Trump était président, il a été soutenu par des églises protestantes évangéliques d'une certaine orientation politique, et on les a mis un peu en avant sur la scène politique. Alors, en tout cas, avec Donald Trump, donc sous-entendu, les protestants évangéliques seraient très conservateurs sur des questions éthiques, et ils le sont à certains égards, mais c'est toujours plus compliqué avec les protestants. Hein. Vous avez ou alors avec le Brésil, c'est pareil. Hein. Enfin, voilà. Donc il y a effectivement, ça c'est les perceptions un peu négatives, qu'un certain protestantisme serait conservateur, menaçant en quelque sorte pour les libertés individuelles. Et ça existe. Mais à l'inverse, à contrario, il y a des grandes figures dans l'histoire protestante ou dans le monde, des figures de résistance. Alors prenez par exemple Martin Luther King sur les droits. Alors le pasteur Martin Luther King, au point où on connaît mieux Martin Luther King, le pasteur baptiste qui a travaillé sur les droits des Nord-Américains, plus que Martin Luther, le fondateur un des réformateurs. Alors que Martin Luther King s'appelle Martin Luther en référence à Martin Luther. Évidemment. Donc tout ça pour dire, voilà, ces représentations voyagent et sont maintenant mondiales.
Et aujourd'hui, il y a aussi cette idée que les protestants, on voit bien que c'est quelque chose un peu un lieu commun dans les études sociologiques, etc., de dire que le centre de gravité du protestantisme s'est un peu déplacé vers le sud, dans les continents sud-américains, africains, en Asie, qu'au fond, la vieille Europe s'est un peu déchristianisée, tandis qu'il y a une effervescence religieuse, et donc souvent protestante aussi, dans les Suds, comme on dit. Et comme les personnes, l'Europe étant un continent qui accueille beaucoup d'immigration, eh bien, ce protestantisme, il se complexifie, parce qu'en plus des complications dans l'histoire, des différents mouvements, puisqu'ils se réforment en permanence, eh bien, maintenant arrivent aussi d'autres protestants. C'est pas qu'ils arrivent, c'est qu'ils sont là, mais ils portent une spiritualité, une manière de vivre leur protestantisme ou leur évangélicalisme différente, et ce qui fait que ça devient un peu confus, il faut bien reconnaître pour les gens. Et voilà, il faut essayer de naviguer et d'identifier des groupes sans enfermer les gens dans des étiquettes, des trajectoires, etc. Et donc c'est un peu ça le travail du sociologue, ne pas se prononcer, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça c'est bon ou est-ce que ça c'est dangereux, mais plutôt comprendre simplement les mécanismes qui sont à l'œuvre. Alors, nous avons parlé beaucoup de la diversité chez les protestants, et effectivement, c'est notre ADN, je vais dire, c'est l'ADN du protestantisme. Nous allons regarder maintenant un sujet qui va nous montrer que cette diversité est même architecturale, et puis dans l'expression de foi, de nos cultes, même de la manière de vivre, le baptême, la scène. Nous regardons quelques images qui vont nous plonger en plein cœur de la diversité protestante. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, ferme rempart, quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, tu s'es fait chair, il s'est fait homme, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis. Nous avons vu là diverses expressions du protestantisme à travers l'architecture, à travers ce qui se passe dans l'architecture. Bernard Coyot, ce qui se passe là, en fait, donc cette grande diversité, a amené dans l'histoire jusqu'au sectarisme, jusqu'à des démarches où d'un seul coup on se coupe des autres en disant « moi j'ai la vérité, les autres ne l'ont pas ». C'est typiquement protestant, parce que c'est un mouvement qui n'existe pas dans le catholicisme, ça, ou différemment en tous les cas. C'est ça, le geste un peu transgressif du début de la réforme qui est de dire non, il y a une autre manière de croire, on le reproduit, on appelle ça le semper reformanda d'un point de vue des théologiens. Moi je ne parle pas comme théologien, mais toujours à se réformer. Alors se réformer à la lumière de quoi ? À la lumière de la Bible, on l'a vu apparaître un moment, on n'en a pas parlé, mais le point commun des protestants quelque part, c'est ce recours aux Écritures. Mais de quelle manière on lit les Écritures ? Est-ce qu'on les prend dans une dimension très réflexive, d'études, etc. Et là, on sera sur un protestantisme un peu traditionnel, d'héritage, un peu intellectuel, qui débat avec l'esprit d'ouverture, etc. Et puis, les mêmes Écritures peuvent être prises aussi d'une façon plus littéraliste, plus fondamentaliste, et qui servent un peu d'étendard. Et on va prendre des versets, enfin, vous voyez, avec une affirmation beaucoup plus forte, beaucoup plus identitaire, etc. Donc, effectivement, cette dynamique
de dire, Peggy, j'ai noté cette phrase, disait, les protestants sont des gens qui font eux-mêmes leur poteau indicateur. C'est une variante peut-être de ce que disait l'évêque Bossuet, les protestants, tout protestant est un pape, une Bible à la main. Voilà. C'est-à-dire, vous voyez, Peggy lui dit, les protestants, ils font eux-mêmes leur poteau indicateur. C'est là où il faut aller, c'est eux qui décident. Alors, c'est un peu le bazar. Il y a autant de protestantisme qu'il y a de protestants. Et on pourrait dire, du coup, dans l'histoire du protestantisme, effectivement, on a l'impression que c'est un phénomène de fragmentation, de nouveaux courants. Alors là, ici, on voyait dans les images, par exemple, le baptême d'un enfant. Mais il y a un courant qu'on appelle les baptistes, enfin c'est très historique, on en voit aussi. Bah là, on baptise les adultes. Ah, maintenant, on baptise plus les enfants, on baptise les adultes. Et puis, on va avoir un cadre liturgique très, très calme, très réfléchi, alors un téléspectateur catholique va dire oui, ça ressemble un peu comme chez nous. Et puis on va voir par contre des manifestations plus rock'n'roll, plus exubérantes, plus rock'n'roll, mais aussi un peu de trance, enfin un petit peu où on déploie un christianisme un peu d'expérience, d'émotion. Vous voyez, alors on voit bien, il y a un protestantisme un peu réflexif, un peu traditionnel, qui se pose des questions, puis un protestantisme d'expérience, un protestantisme d'émotion, et qui va insister sur le fait. Et là, c'est le courant un peu pentecôtiste. Pentecôtiste, ça vient de Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu sur les disciples. Et cet esprit, il est supposé donner la possibilité de parler en langue, de communiquer directement avec Dieu, de prophétiser, de guérir. Et donc ce protestantisme d'expérience, voilà, ça va donner le pentecôtisme, qui lui-même va se transformer. Et donc, effectivement, on arrive à... Alors, quelqu'un d'extérieur se dire, mais tout ça, ça va exploser. Ça va partir chacun dans son coin, puisque tout le monde fait ses poteaux indicateurs. Mais justement, où est l'unité alors ? Finalement, est-ce qu'il y a une unité possible ? Ce que l'histoire nous montre, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a l'impression que ça va s'éclater, il y a des effets un peu de centripète, je ne sais pas comment dire. Au lieu que ça parte, ça se recompose, ça se reconstitue, et ça crée en quelque sorte un mouvement qui perdure dans le temps, qui perdure dans les siècles, qui se déploie aussi dans des cultures différentes, dans des continents. Et donc, quel est le point commun ? Voilà. Alors, et quelles sont les dérives ? Donc, il y a des modèles. Alors, le point commun, donc, je disais, c'est la Bible, mais ça ne suffit pas, parce que comment on l'interprète ? Et je pense qu'il y a vraiment cette bifurcation, christianisme réflexif, un peu, qui se questionne, qui cherche à être connecté avec la société et à être en phase avec le monde plutôt consensuel, qui suit un peu les valeurs du monde. Si par exemple, si sur le plan des questions éthiques, les questions de genre, par exemple, on va suivre, par exemple sur les questions de l'homosexualité, etc. Un autre est plus en rupture. Et disait non, la Bible nous dit qu'on ne peut pas... Voilà. Et on va avoir des courants comme ça, et alors, vu de l'extérieur, mais encore une fois, le sociologue, il ne dit pas c'est bien, c'est pas bien, il constate. Il constate qu'un certain protestantisme reste toujours soucieux, inscrit dans le monde en compromis, mais enfin en accord un peu avec le monde. Un autre protestantisme est un peu en rupture. Un protestantisme est un peu d'héritage, de naissance, c'est ma tradition, mes valeurs. Un autre, il dit, on appelle ça un protestantisme de conversion. Eh bien, ce protestantisme de conversion, non, c'est un choix. Un autre va dire, oui, moi j'aime un peu toutes les religions, les protestants doivent être ouverts. Un autre dira, non, c'est Jésus qui est là au milieu, etc. Et puis, un autre sera très calme sur ses convictions, un autre sera très militant, à convaincre, etc. Et évidemment, il y a du chaud et il y a du froid, il y a du réflexif et il y a de l'émotion. Et c'est des courants qui, si vous mettez du chaud et du froid en même temps, ça fait des orages, sur le plan météorologique. Et donc, il y a des excès d'individualisme, des excès d'autoritarisme, et probablement les téléspectateurs ont ces représentations-là, que c'est dangereux en quelque sorte. Mais il y a des effets qui contrebalancent. Enfin, voilà, les protestantismes génèrent des dispositifs qui font que quand même on censure quand quelqu'un dérape, et que c'est pas effrayant. La preuve, c'est que dans l'histoire mondiale, actuellement, c'est parce que c'est plus seulement l'histoire de l'Europe. Le protestantisme ou le christianisme, c'est plus l'Europe. C'est le monde. C'est le monde. C'est le christianisme. De toute façon, le monde est le monde que j'enseigne. Christianisme et globalisation. Et donc, le centre de gravité, là où ça se passe, où il y a le plus de dynamisme, c'est dans les Suds. Mais nous, maintenant, là, comme je disais tout à l'heure, pardon, j'y reviens un tout petit peu, il y a maintenant ces dynamiques, ces mutations, si vous voulez, qui se produisent, c'est que les églises traditionnelles ou les églises évangéliques sont revisitées, retravaillées dans leur identité par l'apport des chrétiens qui sont là, qui viennent d'ailleurs, qui sont en régime de foi, de croire, très intense, très fervent. Et alors que l'Europe est un petit peu
remplis dans le soupçon, dans le postmoderne, etc. Et là, voilà, ces protestantismes sont revisités. Alors, il y a deux façons de considérer ça d'un point de vue sociologique. Soit les églises traditionnelles, réflexives, voient arriver parmi eux des nouveaux membres qui sont d'ailleurs, mais qui sont maintenant belges. Enfin, vous comprenez, c'est pas je viens d'ailleurs. Non, c'est pas parce que j'ai la peau noire que je suis pas belge. Je suis belge. Je suis belge avec un héritage spirituel qui est un petit peu différent. Une autre culture, une autre approche. Parce que voilà, vous avez dit le mot. Le protestantisme ou la foi, c'est pas juste la foi comme ça. Ça s'ancre dans une culture, ça s'ancre dans un vécu. À part une culture. Et le protestantisme ou les protestantismes belges ne sont pas les mêmes des protestantismes français, par exemple, d'où je viens. Et il y a des configurations historiques. Mais les églises historiques sont visitées par ces membres qui sont là. Et il suffit d'aller, un sociologue il va vous dire, regardons, les courbes démographiques. Ok, le protestantisme historique est un petit peu déclinant, le protestantisme évangélique est montant. Les générations, quand vous allez dans un temple traditionnel, hein, protestant, un peu comme on a vu là, vous allez voir que les personnes âgées sont des blancs, pardon, et vous allez voir que les plus jeunes sont des personnes souvent d'origine africaine, d'origine. Et donc, ça se recompose. Donc, les églises historiques sont renouvelées, et il y a aussi des églises totalement indépendantes. C'est comme une quatrième forme de christianisme. Il y a les orthodoxes, il y a les catholiques, il y a les protestants. Et puis, ces sortes de protestants, églises africaines par exemple, qui sont tout à fait autonomes et qui constituent un autre pôle. Alors, comment ça se passe en Belgique? Nous avons allé voir deux présidents. Le président du synode fédéral évangélique, M. Lorraine, et M. Feut, le président de l'Église protestante unie de Belgique, une église historique. Nous les écoutons maintenant. Ils nous parlent justement de toute cette diversité et comment ça fonctionne chez nous, ici en Belgique. Il ne faut pas exagérer les différences entre les différentes dénominations. Donc une dénomination, un groupement d'églises avec une histoire commune et avec certains accents spécifiques du côté théologique, pratique, culturel également. On pense parfois que la division entre les dénominations, c'est une sorte de guerre continuelle dans le protestantisme, mais ce n'est pas correct. Une collaboration cordiale existe entre des dénominations protestantes et évangéliques. Nous, chrétiens protestants et évangéliques, nous sommes définis par une histoire commune. On peut penser à la Réforme, on peut penser à 1839, la reconnaissance, pas du culte, mais quand même du système du culte en Belgique, et de nouveau en 2003, la reconnaissance du Conseil administratif du culte protestant évangélique comme organe représentatif agréé. Il n'y a pas seulement les confessions de foi qui sont souvent les mêmes dans les différents coins du protestantisme, bien que ces confessions soient lues de façon différente. Pour le synode fédéral, ce sont quand même des confessions de foi actuelles et pas simplement des textes historiques qui ont peut-être eu leur valeur à un certain moment. Donc il y a ces confessions de foi, il y a les œuvres qui sont actives un peu partout, en tout cas dans les deux branches du culte protestant évangélique, surtout en Belgique francophone, basées sur la Bible, centrées sur le Christ. Le Christ est ressuscité, le Saint-Esprit a été envoyé. Et ainsi donc, la naissance de nouveau, la relation avec Dieu sur base de l'œuvre suffisante de Jésus-Christ, scellée par le Saint-Esprit. Et je comprends bien, nous ne sommes pas les propriétaires de ces convictions. Et nous ne les limitons même pas par définition au culte protestant évangélique. Et heureusement, ce n'est pas à moi de mesurer les âmes. Qui est protestant, c'est un titre qui n'est pas privilégié. Chacun peut se dire, voilà, moi je suis protestant. Mais je pense quand même à une certaine conscience historique importante, parce que le mot protestant n'est pas tombé du ciel sous d'un coup.
mais est né dans le XVIe siècle, dans lequel il y avait un mouvement, disons, réformateur, qui a mis en question le fonctionnement de l'Église unie dans ce temps-là, l'Église catholique. Et donc, effectivement, il y a même un moment dans l'histoire concrète, dans 1529, si je me trompe, au moment où certains rois et nobles ont contesté contre l'empereur pour dire, voilà, nous voulons la liberté religieuse. Et d'où ça vient donc le mot protestant, protestari. Et le mot protestant est quand même lié, pour moi en tout cas, à un moment historique, un mouvement réformateur, comme je viens de dire, qui a mis en question le fonctionnement de l'Église catholique par rapport à la lecture de la Bible, la compréhension de la Bible et les textes. Nous sommes des individus. Donc toi, tu peux voir toute autre chose dans le même texte que moi. Donc il nous reste à nouveau à discuter ensemble avec beaucoup de respect. Pas penser que ce que moi je pense est le meilleur, supérieur à ce que toi tu penses. Donc, c'est vrai, donc, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas une lecture, une doctrine, une autorité centrale, ecclésiale, qui me dit, voilà, c'est comme ça, tu dois faire, comme ça, tu es dans l'ordre, si tu ne veux pas, oula. J'ai besoin d'être contredit. Dieu est un mystère. On a besoin l'un de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on a eu dans le protestantisme et la démocratie le débat. Parce qu'aucune personne n'a la vérité, donc on a besoin de se rencontrer. Bernard Couillot, le protestantisme a un avenir dans le monde moderne? En 10 secondes. Oui, puisque c'est un mouvement qui s'adapte très bien, des mouvements qui s'adaptent très bien, donc qui se recomposent en permanence. Et les éléments qu'on a évoqués auparavant, les éléments notamment des recompositions sur le plan multiculturel, ce protestantisme au sang-froid réflexif avec ce protestantisme d'expérience plus chaud, etc., ça va s'arrimer. On est sur 10 ans, 20 ans, et ça va composer quelque chose de nouveau. Mais il ne faut pas que ce soit des identités de repli. Si chacun se replie en disant c'est dangereux, ça ne va pas marcher. Des identités de projet. Voilà. On va vers quelque chose, l'histoire nous l'a montré, on va continuer. Et le protestantisme s'adapte très bien à la modernité et à la postmodernité, comme disent les universitaires. Monsieur Couillot, un grand merci pour votre passage parmi nous. Merci de nous avoir éclairés en tant que sociologue et anthropologue. Et c'est ici que se termine notre émission de Présence protestante sur les protestants. Nous vous disons au revoir et à une prochaine émission de Présence protestante. Au revoir. Au revoir. Au revoir.